Merci beaucoup, Hubert Huertas. On vous retrouve, disons, dans une grosse demi-heure, aux alentours de 22 heures. Nona Mayer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche CNRS, émérite au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous êtes une spécialiste du Front National, de l'abstention, et vous publiez un livre en 2015 avec Céline Braconnier, qui, elle, travaille d'ailleurs plus spécifiquement sur l'abstention et qui est souvent venue nous voir dans ses lives de Mediapart, Les Inaudibles, sociologie politique des précaires. C'est aux presses de Sciences Po. Et puis Marine Turki, qui suit le Front National pour Mediapart. Marine. On en parlait avant de rentrer en plateau. Vous avez commencé vos travaux sur le Front National et puis sur les comportements électoraux en 83-84. Et 84, c'est la première consécration nationale du Front National, justement. Vous avez poursuivi et en 90, vous faisiez un article qui était intitulé « Pourquoi vote-t-il pour le FN ?» en disant « Pour comprendre pourquoi tant d'électeurs votent FN, il faut comprendre qui ils sont. » Et si on met justement tout ça en perspective sur 30 ans, comment a évolué la sociologie du vote Front National depuis vos premiers travaux ? Alors c'est compliqué à résumer 30 ans si vite, mais il y a un certain nombre de constantes quand même. Il y en a une qui fait toujours hurler les électeurs et les cadres du Front National, c'est le niveau de diplôme. À l'exception de la première élection, c'est-à-dire les européennes de 84, où là, c'est pas vrai, où le vote pour le Front National augmente avec le niveau de diplôme, est plus fort chez les cadres supérieurs et les professions libérales dans des circonstances très particulières. À partir de cette élection, ça sera toujours le meilleur prédicteur du vote. Ça ne veut pas dire que quand on a fait des études, on ne vote pas Front National. Ça veut dire simplement que les probabilités de voter pour ce parti augmentent régulièrement à mesure que l'on descend l'échelle des diplômes. Et pour un parti qui dit qu'il parle au nom des petits, des oubliés, il devrait être fier d'avoir plus de voix chez ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui, dans une société où il faut le bac pour réussir, ne l'ont pas. Pourtant, c'est pas ça, je reçois des lettres d'insultes à chaque fois que je ressors ce constat, le niveau de diplôme est le meilleur prédicteur. Et puis, il y avait un deuxième trait, et ce n'est plus vrai depuis 2012, les femmes étaient toujours un peu plus réticentes. Un peu, il y a toujours eu beaucoup de femmes qui votaient pour le Front National dès le départ, mais elles étaient un peu moins réticentes que les hommes à voter pour ce parti. Jean-Marie Le Pen, surtout, avait une auréole de violence verbale, des propos sexistes, enfin ça marchait très mal, et Mariette Sinaud, que j'ai vu arriver, le redira, c'est elle qui a le plus travaillé sur l'idée qu'il y avait deux catégories de femmes en particulier, les plus âgées, catholiques, pratiquantes, conservatrices, à la limite tout à fait d'accord avec certains des thèmes du Front National, mais à pratique religieuse égale, plus que les hommes, elles se détournaient de ce parti, elles étaient plus respectueuses du message des évangiles en quelque sorte. Et les jeunes femmes féministes, elles ne se voyaient pas retourner au foyer. Et ça, c'est plus vrai depuis 2012. Il y a une constante quand même, dès 88, vous dites c'est un vote contre, c'est un vote de rejet, de ressentiment, et c'est un vote contre les immigrés. Et dans votre étude de 2012 sur les précaires, les inaudibles, ce que vous voyez pendant la présidentielle de 2012, c'est que le vote FN est toujours un vote majoritairement centré sur le rejet des immigrés. Vous dites plus de 90%. 95%. Dans toutes nos enquêtes, quand on pose toute une série de questions, notamment il y a trop d'immigrés en France, vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas du tout, vous avez 95% en 2012 et on le retrouve en 2014 qui estime qu'il y a trop d'immigrés, et dans la case pas du tout d'accord qu'il y a trop d'immigrés en France, 0. Ce qui est quand même assez rare dans les enquêtes par sondage. Donc, c'est une peur diffuse. Les immigrés, c'est une triple menace telle qu'elle est cadrée par le parti. C'est ils viennent nous prendre notre boulot. Ils viennent profiter des aides sociales, c'est une menace pour la sécurité, c'est une menace pour l'identité nationale, et puis un jour, demain, il y aura un maire musulman à la tête d'une grande ville. Donc c'est l'ensemble de ces peurs qui tournent autour. Mais je dirais que le réflexe identitaire est aujourd'hui encore plus présent que le réflexe purement économique. Parce que beaucoup de personnes qui votent pour le Front National ont des idées de gauche sur le plan social, pensent qu'il faut plus d'État, qu'il faut développer les aides, qu'il faut des syndicats, qu'il faut s'organiser. Simplement, ce qui passe d'abord et en premier, ce qui fait la caractéristique de cet électorat, c'est l'immigration. Alors vous dites que dans la catégorie des ouvriers, puisque le Front National dit toujours qu'il est le premier parti chez les ouvriers, vous 95. Vous nuancez ça en expliquant qu'on parle surtout des ouvriers qualifiés et d'un électorat ouvrier plutôt de droite. Mais surtout des ouvriers qui vont voter.
Parce que la première caractéristique, quand on est ouvrier, quand on est au bas de l'échelle des revenus, des diplômes, en situation d'insécurité économique, plus exposé au chômage que toutes les autres catégories socioprofessionnelles, eh bien on constate que le taux d'inscription sur les listes électorales est plus faible et que même quand ils votent, le taux d'abstention est plus élevé. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. Quand vous recalculez les scores de Marine Le Pen 2012 sur la proportion d'ouvriers qui sont par rapport aux inscrits, vous arrivez à des 23-24%, pas les 40% que l'on trouvait dans certains sondages, et parfois moins. Donc, première chose. Deuxième chose, quels ouvriers? Pas les plus vieux. Les générations du baby-boom, elles sont restées soit fidèles à la gauche, soit elles ont arrêté de voter carrément. Mais ce sont les nouvelles générations qui sont arrivées à l'âge de vote au moment où la gauche ne représentait pas la même chose que pour leurs parents, où elle avait déjà déçu, après 81. Et ensuite, ce ne sont pas, justement, vous le disiez, ce n'est pas un problème de qualification autant, ce ne sont pas les ouvriers les plus précaires. Les ouvriers les plus précaires, quelle que soit la manière de le mesurer, ceux-là, ils sont les plus tentés par l'abstention. Les plus tentés par un vote pour Marine Le Pen en 2012, par exemple, c'est ceux qui sont juste au-dessus du seuil de précarité, ceux qui ont un petit quelque chose, ceux qui sont en accession à la propriété, ceux qui payent des impôts, ceux qui ont un travail et qui en veulent non seulement aux riches, parce qu'il y en a que pour les riches, mais à ceux qui voient juste en dessous d'eux et ils disent « mais eux, moi je travaille et lui, il a le RSA ». Et donc, ils en veulent, ils regardent à la fois, c'est un strabisme social à la fois vers le haut et vers le bas. Et c'est là, vers ces travailleurs pauvres ou au-dessus du niveau de flottaison, c'est là qu'on trouve la plus grande tentation de vote Le Pen. Avec beaucoup de temps partiel? Alors là, c'est plutôt le cas des femmes. La majorité des travailleurs à temps partiel, c'est les femmes. Et là, c'est une deuxième catégorie qu'on oublie généralement dans les sondages. Il n'y a pas que les ouvriers. L'ensemble des classes populaires, c'est ouvriers et employés, avec souvent des liens de mariage très forts. Mais jusqu'à maintenant, dans le monde des employés, il y avait soit un vote plus souvent pour la droite que chez les ouvriers, soit un taux d'abstention un peu plus élevé. Il faut bien voir que les employés, c'est un univers à 80% féminin. Eh bien, il y a une catégorie qui, en 2012, s'est tournée vers Marine Le Pen, à ma grande surprise, et je l'ai vérifié sur plusieurs enquêtes. Ce sont des femmes jeunes, à bas revenus, peu qualifiés, dans un prolétariat de services et du commerce, type caissière de supermarché. Et là, on a le sentiment qu'il y a eu un moment de révolte porté par la figure de Marine Le Pen en 2012. Je le retrouve en 2014. Il faudra voir si ça dure encore en 2017. Avant de relaisser la parole à Marine, et dans vos études, par exemple, les caissières de supermarché, j'entends bien que c'est plus large que ça, hein, comme catégorie, et ça ne veut pas dire que toutes les caissières de supermarché votent Marine Le Pen, évidemment. Mais quand vous posez la question sur les raisons du vote Front National, vous arrivez au problème de l'immigration qui arrive là encore en premier, avant les conditions de travail, avant la partialisation et la précarisation de l'emploi. Oui. Et c'est pour ça que je n'aime pas quand on dit un vote de protestation. Bon, il y a une dimension de vote contre dans tous les votes. Mais là, la protestation peut passer par des tas d'autres manières. On peut voter pour l'extrême gauche, on peut voter pour les Verts, on peut ne pas aller voter. Mais cette protestation-là, elle part sur cette idée. Au fond, on a tout essayé. On a essayé la gauche, on a essayé la droite. Elles ont gouverné ensemble et ça n'a rien donné. Peut-être qu'il faut essayer Marine Le Pen et le parti. Peut-être que c'est vrai, il y a quand même trop d'étrangers en France. Le vote FN, il est difficile à cerner et ça, tous les chercheurs l'ont dit au fur et à mesure des années parce que c'est un vote qui a longtemps été tu. Et donc, c'est difficile à cerner, à analyser. C'est un peu comme le vote des abstentionnistes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est toujours tu dans la majorité des cas, dans la majorité des classes qui votent FN ? Ça dépend où. Il y a des communes rurales où ça ne se dit pas, parce que tout le monde se connaît et parce que là, pour rien au monde, on avouerait un tel vote. En revanche, nous, dans nos enquêtes, nos sondages nationaux, celui de 2012, plus de 2000 personnes, quand on ne redresse pas l'échantillon, on a 1 point d'écart entre le niveau de vote, enfin 2 points d'écart entre le niveau de vote déclaré et le niveau réel. Moins de 2 points d'écart. Alors qu'il y en avait 6 ou 7 avant. Donc il se passe vraiment quelque chose. Il y a le phénomène aussi dans les localités où le FN est important. On le voit ce soir dans les résultats, que ce soit dans l'Aisne ou en PACA, dans le Vaucluse, dans le Var. Là où le FN est fort, notamment à Fréjus, où ils ont gagné une ville, etc. Là, il y a un taux de vote qui se confirme en faveur du Front National. Et donc, est-ce qu'ici, on trouve un côté très décomplexé à dire qu'on vote Marine Le Pen ? Bien sûr, ça dépend de son environnement. Il faut bien voir que les premiers notables du Front National, c'est les années 80.
avant qu'il y ait la règle à droite, non, on ne fait pas d'alliance avec ces partis, il y avait des élus locaux. Ils ont acquis très tôt la respectabilité dans le Sud-Est. Donc, ils font partie du paysage. C'est beaucoup plus facile, là, de dire qu'on vote pour le Front National. Vous arrivez dans le taxi, on commence tout de suite à en parler. Beaucoup moins de complexe, effectivement. Mais à mesure que le niveau de ce parti monte, qu'ils sont de plus en plus visibles dans l'espace public et qu'ils gagnent, eh bien, il est de plus en plus facile d'en parler. Et puis c'est vrai que Marine Le Pen a mis au point sa stratégie de normalisation du parti. C'est vrai que ça joue, ça n'a pas complètement fait de ce parti un parti perçu comme les autres, non. Il reste perçu comme un danger pour la démocratie par 54% des Français. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il gagne en importance et en visibilité, ça sera de plus en plus facile de parler de ce parti. Alors on voit beaucoup de déçus du Front National aujourd'hui qui disent « nous on part parce qu'on découvre quand on s'encarte au Front National, quand on voit la machine de l'intérieur, qu'il y a de l'islamophobie, qu'il y a de la xénophobie ». Ils ont l'air de découvrir visiblement un rassemblement bleu marine qui n'était pas celui qu'ils avaient envisagé. Est-ce que ça ressort dans vos enquêtes ? Non, parce que je ne travaille pas sur les militants et sur les cadres. Oui, c'est tout à fait autre chose d'être dans le parti. Et là, je pense que ça dépend beaucoup de la fédération, de la section du Front National dans laquelle on se trouve. Il y a des individus et des personnes très diverses dans ce parti. Il y en a qui, honnêtement, ne se considèrent pas du tout comme racistes. Et il y en a d'autres qui font des dérapages scandaleux, on l'a vu chez les candidates et les candidats, certains recrutés un peu à la dernière minute pour ces élections. Mais il y a vraiment de tout, hein. Et alors, aux européennes, on a vu un vote FN très fort sur ce qu'on a appelé un euroscepticisme, mais c'était quand même un vote qui était très centré, ça ressort dans vos enquêtes, sur la fermeture des frontières, même si le mot ne ressort pas lui-même dans les enquêtes, c'est ce que vous dites dans votre livre, mais c'est quand même ce rejet quand même de l'autre et cette fermeture qui est demandée un petit peu par les électeurs du Front National. L'Europe est cadrée dans ce parti. L'Europe, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Là, l'Europe est perçue comme la porte ouverte à l'immigration. Et c'est donc cette triple menace économique, culturelle, identitaire et politique, la fin de la souveraineté, la fin de l'identité nationale et la porte ouverte à tous ces étrangers. Donc, c'est un cadrage. Il y a une très forte corrélation entre les attitudes à l'égard de l'Europe, le positionnement à droite et les attitudes anti-immigrés dans cet électorat. Les trois étant étroitement corrélés. On parle beaucoup là des plus précaires, et on y reviendra tout à l'heure, on parlera du livre, mais en 84, vous montrez qu'il y a aussi tout un vote FN chez des notables, chez des gens beaucoup plus aisés, chez les bourgeois. Ça, on en parle beaucoup moins, et c'était pourtant un peu aux fondations du Front National. Il y a un très joli cas, c'est Paris. Quand on regarde la carte de Paris par les 80 quartiers, en 1984, c'est tous les beaux quartiers, c'est l'Ouest parisien qui a voté pour le Front National. À ce moment-là, il débarque sur la scène politique, Jean-Marie Le Pen. On ne sait pas très bien encore si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça représente. Et il y a toute une partie de la bourgeoisie parisienne, je prends ça en exemple parce que le miroir est trop beau, un miroir grossissant, qui est pas du tout satisfaite de la candidature trop modérée de Simone Veil et qui va voter pour les listes FN pour faire un vote sanction en quelque sorte. À l'élection d'après, en 1986, la carte parisienne a changé, le vote FN est passé à l'Est parisien et dans les quartiers populaires. Mais donc c'est la première fois, et la dernière, où le vote FN augmente à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale. Ce ne sont pas les petits commerçants. À l'époque, je faisais une thèse sur les petits commerçants. Ce n'étaient pas les petits, c'était les gros. Ce n'étaient pas les ouvriers non qualifiés, c'était les contremaîtres. C'était des professions libérales qui, le temps d'un scrutin, expriment leur ras-le-bol face à ce qu'ils appellent alors la coalition socialo-communiste dans ce scrutin, et ça ne va pas durer. Mais aujourd'hui, en 2015, pour vous, quels sont les ressorts du Front National ? Parce qu'il y a ce côté yaka que Marine Le Pen utilise et qui est vraiment très efficace dans une période de crise, dans une période où le chômage est très important. Comment on peut résumer tous ces ressorts qui font qu'encore ce soir, quand même, elle a encore un résultat qui est très élevé ? Mais tous les facteurs lui sont favorables. On est dans un contexte international véritablement anxiogène, avec la montée de l'État islamique, le terrorisme. Donc ça, c'est bien pour un parti qui, après l'immigration, met les problèmes d'insécurité. Il y a la division de ses adversaires, la gauche et la droite. Il y a les scandales à répétition. Il y a le fait que son parti n'a pas été au pouvoir. Donc elle peut dire « nous, vous ne nous avez pas encore essayé ». Et puis il y a les qualités propres de Marine Le Pen. On le voit bien avec nos précaires, des personnes qu'on a interrogées qui sont dans des situations de grandes difficultés socio-économiques. Et beaucoup disent « moi, je ne voterai jamais pour Marine Le Pen, hein, c'est une raciste ». Mais elle est quand même moins raciste que son père.
Et puis, elle est courageuse, énergique. Pour une femme, c'est bien d'avoir une femme. Et puis, au moins, elle, quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit. Ça nous change des costards-cravates. Et on voit bien que là, elle a une qualité. Elle passe bien dans les médias et le parti a un message clair, ce qui n'est pas le cas de la gauche et de la droite toujours aujourd'hui. Mais vous dites que donc, dans cette enquête, dans ce livre, vous dites que justement, entre ce capital sympathie, reconnaître qu'elle parle franc, elle parle juste, c'est les mots qui ressortent dans les entretiens, et le bulletin de vote Front National, le passage n'est pas encore automatique. Et donc, chez ces précaires, c'est ce qui ressort, que pour l'instant, le vote est FN, il y a une inclinaison, mais ça ne se traduit pas forcément par un bulletin de vote. Pourquoi ? La population des précaires, c'est une population extraordinairement hétérogène. Vous avez dedans des mères célibataires avec 2-3 enfants qu'elle élève seule. Vous avez des petits retraités qui n'y arrivent plus. Vous avez des chômeurs en fin de droit. Vous avez des expats et des immigrés qui avant trouvaient facilement du travail temporaire et maintenant ils n'en trouvent plus. Et bien sûr, ils ont eu une vie politique avant. Ils ont été socialisés avant. Il y en a qui sont de gauche, de droite, d'extrême gauche et d'extrême droite. Mais quand on regarde leurs caractéristiques, parce qu'ils dépendent pour vivre du RSA, des aides sociales, il y a le sentiment, en 2012 en tout cas, je ne sais pas si ça serait encore vrai aujourd'hui, que la gauche, c'est quand même moins pire que la droite. Hollande, il n'est pas terrible, mais quand même, la gauche, c'est la justice sociale. C'est quand même la gauche qui défend plus les gens comme nous, ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale. Elle ne défend pas les riches. La droite, elle prend aux pauvres pour donner aux riches, disaient certaines des personnes interrogées. Et en 2012, il y avait vraiment la haine, le rejet absolu du président des riches, Nicolas Sarkozy. Donc, la gauche, moins pire que la droite, parce que au moins là, on sait qu'ils vont essayer de nous défendre, nous les petits, de nous protéger. Ensuite, il y avait le choix. Marine Le Pen, on la comprend quand même mieux que Mélenchon. Et on a été assez surpris parce qu'on pensait qu'il pourrait y avoir une attraction pour l'extrême gauche. Alors une partie de nos interviewés étaient des vieux routards de partis communistes ou de l'extrême gauche et ils adoraient Mélenchon. Mais pour d'autres qui n'étaient pas politisés à gauche, Mélenchon, non, il trouvait qu'il parlait très bien, qu'il avait une belle rhétorique, mais la formule de l'un des interviewés le résume. Mélenchon, c'est un riche qui dit qu'il parle au nom des pauvres. Il disait, il a été au pouvoir, il a été avec les socialistes. Alors pourquoi il ne l'a pas fait quand il y était ? Donc c'était Marine Le Pen qui apparaissait paradoxalement comme moins bourge, plus populaire, plus proche de nous, même si on n'est pas d'accord avec ses idées. Est-ce que c'est aussi une question d'âge ? Parce qu'on a coutume de dire que le Front de gauche ne mord pas, comme on dit, justement sur ces petits employés, cette population du tertiaire, souvent à temps partiel, vous disiez les caissières de supermarché. Là, il y a très peu de militants, alors qu'il devrait y en avoir beaucoup. On pourrait se dire ça. Et moi, ce qui m'étonne toujours dans les études, c'est de voir que la catégorie des 18-24 ans ou 18-25 ans vote en majorité, justement, pour le Front National. Alors là, ça dépend vraiment des élections. Là, justement, autant le genre, jusqu'à une époque récente, et le diplôme sont vraiment des marqueurs de ce vote, l'âge, ça dépend entièrement de l'élection. Prenez 2002, où le thème au cœur de la campagne est l'insécurité, où il y a eu toute une série de faits divers sanglants, et il y a un vieux monsieur qui a été tabassé, papivoise, on voit son image en boucle sur les écrans. Et bien là, il y a une hausse régulière du vote Le Pen en 2002, au fur et à mesure qu'on monte l'échelle d'âge. C'est les papis et c'est les cinquantenaires, enfin pas seulement les papis, les cinquantenaires qui vont voter plus pour Le Pen. En 95, c'était les jeunes. Et de nouveau là, c'est les jeunes. Mais quand on dit les jeunes, ce n'est pas tous les jeunes. Le niveau du vote Le Pen, que ce soit le père ou la fille, il est beaucoup plus fort chez les jeunes qui n'ont pas le bac que chez les jeunes qui ont fait des études, même s'il y a des étudiants au Front National, là encore, la règle. Donc ça dépend véritablement de l'élection et des enjeux qui sont au cœur de cette élection. Et puis les jeunes surtout. La première caractéristique, ils ne sont pas encore entrés en politique. Ils sont moins inscrits sur les listes électorales. Bien sûr, ils sont inscrits d'office, mais souvent au domicile des parents, où il y a longtemps qu'ils n'habitent plus. Ils sont très mobiles, les jeunes. Donc ils se caractérisent d'abord par un taux d'inscription beaucoup plus faible que la moyenne nationale, et ensuite un désintérêt marqué à l'égard de la politique et un beaucoup plus fort taux d'abstention. Les sondages pour ces élections départementales nous montraient qu'avant 24 ans, vous aviez 28% des jeunes qui vous disaient qu'ils allaient voter, et que c'était plus du double à partir de 50 ans. Donc là, vous avez un vrai clivage générationnel, et quand vous dites les jeunes, oui, quand ils sont inscrits et quand ils vont voter, et dans certaines élections, mais pas dans toutes. Mais c'est un fait nouveau ? Mais non, puisque c'était déjà le cas en 95. Les jeunes, ça n'existe pas. C'est comme les précaires, ça n'existe pas. Ils amplifient les mouvements du corps électoral. C'est comme un miroir grossissant. Vous oubliez que, par exemple, à un moment, Jacques Chirac
a bénéficié du vote jeune. Et puis ensuite, si on remonte encore plus loin dans le temps, en 81, Mitterrand a bénéficié du vote jeune. Ça dépend des élections et des contextes. Les jeunes ne sont pas encore, ils n'ont pas encore pris l'habitude de voter. Ils ne sont pas encore encroutés dans une direction proche d'un parti ou d'un autre. Ils sont encore disponibles. C'est ça la force des nouveaux partis. Et donc on ne peut pas penser qu'il y a chez certains jeunes un effet de méconnaissance du parti, Front National, de son histoire, qui fait que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, elle peut fonctionner aussi. Je pense que ce n'est pas simplement ça. Je pense qu'il y a une attraction pour l'idée que c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond, l'idée que ça peut faire scandale. Quelquefois, c'est un ressort du vote. Ah, mais je vais voter exactement à l'inverse de papa-maman. Non, il y a des tas de raisons. Ce n'est pas nécessairement un manque de connaissances. Non, quand on vote pour le Front National, je veux dire, toutes nos enquêtes montrent qu'on est très conscient de voter pour un parti qui a mis la préférence nationale au cœur de son programme et le danger qu'incarne l'immigration et les étrangers en France. Alors, pour parler plus des inaudibles, c'est le titre du livre, Les Inaudibles, ils ont été beaucoup ciblés dans les discours de Mélenchon, de Le Pen en 2012. Le fait nouveau de votre enquête, c'est d'expliquer que finalement, ils ont un lien fort avec la politique, connaissance des candidats, ils ont leurs préférences, mais ça ne se traduit pas par un bulletin de vote. C'est-à-dire que la précarité éloigne des urnes, mais vous dites, oui, mais il y a quand même un intérêt pour le politique, il y a des préférences, il y a une inclinaison encore pour la gauche et le Front National et un rejet de la droite. Donc il y a ce lien qui est quand même pas perdu, contrairement à ce qu'on peut lire de l'idée que finalement, il y aura une passivité par rapport à ça des plus précaires. Oui, absolument. Enfin, d'abord, comme je disais, c'est un milieu très, très hétérogène. Mais ce qui nous a frappés, c'est qu'on est allé les observer à la sortie et parler avec des personnes qui étaient allées chercher le colis alimentaire qui va leur permettre de survivre pendant une semaine. Dans les centres d'accueil de jour, où on voit plutôt des hommes âgés qui sont viennent de sortir de la rue souvent. On a travaillé avec des associations pour essayer d'avoir les gens dont on n'entend jamais la voix dans les sondages. Et on ne leur a pas demandé de nous raconter leur vie. On leur a dit, voilà, on est à 15 jours de l'élection présidentielle. On voudrait savoir pour vous, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et ces personnes étaient très contentes qu'on vienne les voir, parce qu'ils disaient, personne ne vient jamais nous voir. Et ce qui nous a frappé... Parce que donc vous avez vu des mères célibataires, des travailleurs des chômeurs en fin de droit, pour expliquer un petit peu... Une brochette, oui. Enfin, il y a deux catégories. Il y a un temps où, quand on disait précaire, on pensait aux clochards ou aux mendiants, des gens qui très souvent avaient eu une longue expérience de galère. Il y a cette population, mais ce n'est pas la norme. Ceux qu'on a vus, c'est des gens qui, comme ils le disent, il n'y a pas très longtemps encore, j'avais une vie normale. J'avais un appartement, un travail, j'avais une femme, un mari. Et puis, il y a une série de petits accidents qui vont les fragiliser et qui vont les faire basculer assez vite à la rue, parce qu'on perd son travail, son conjoint s'en va, on se met à boire, on perd son boulot, on est au chômage, on perd son logement, on se retrouve à la rue. La famille, les amis, ça vous aide un certain temps. Et puis il y a un moment où plus personne ne veut. Et là, ce sont les associations qui les ont sauvés de la rue. Donc il faut bien voir que ça peut arriver. Et il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui ont peur de descendre. Et quand on les interrogeait, donc non pas sur leur histoire, mais sur la politique, ils reconnaissaient les candidats. On leur montrait une brochette avec les 10 candidats à l'élection. Ils reconnaissaient d'abord Sarkozy, Hollande, Marine Le Pen, et c'est d'eux dont ils parlaient le plus, et ils exprimaient des préférences politiques. Donc ils n'avaient pas du tout perdu tout lien avec la politique. Certains allaient chercher les gratuits très tôt, les journaux gratuits pour s'informer. On en connaît une qui allait à la bibliothèque à Beaubourg pour avoir des nouvelles. Donc il y a un besoin d'information, mais il y avait le sentiment très souvent qu'on n'irait pas voter parce qu'on a déménagé. Ces personnes sont souvent très mobiles géographiquement. Donc c'est trop compliqué. On est inscrit mais à une mauvaise adresse. C'est les mal inscrits qu'ont analysé Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin. Et puis, on ne va pas gaspiller un ticket de métro ou de tram pour aller faire ces formalités. Donc, ce sont des gens qui suivent la politique, qui ont des préférences politiques liées à leur passé, hein, parce que ce n'est pas une table rase, la précarité, il y avait une vie avant, mais qui, très souvent, sont beaucoup moins nombreuses à s'inscrire, 4 fois moins que la moyenne des Français, dans notre échantillon qualitatif, et beaucoup moins nombreuses à aller voter.
on avait aussi une enquête par sondage où on avait un indicateur original de précarité qui est celui qui est utilisé par les centres d'examen de santé de la sécurité sociale. La précarité, ce n'est pas simplement avoir pas beaucoup de revenus ou d'être dans un état de privation matérielle, c'est aussi être isolé sur le plan social, ne pas avoir accès à la santé, aux loisirs, n'avoir personne sur qui compter. Et donc on peut faire un très bel indicateur qui va de 0 à 100, du pas du tout précaire au très précaire, et par convention à partir de 30, on est précaire. À notre grande surprise, dans un échantillon représentatif des inscrits à la veille de 2012, on a 36% de précaires. Et ça traverse toutes les catégories socioprofessionnelles, même si ce sont les ouvriers les plus touchés, 53%. Donc c'est quelque chose qui touche. Et quand on regarde depuis les pas du tout précaires tout en bas, le cinquième le moins précaire jusqu'au cinquième le plus précaire, eh bien, le taux d'abstention aux 2 tours est multiplié par 5. Donc on voit clairement que ces gens-là sont un peu distants de la politique. Mais le lien politique n'est pas rompu. Vous dites que chez une partie, Encore une question. Oui. Chez une partie de ces plus défavorisés, il y a une ouverture au discours de Marine Le Pen sur la préférence nationale. Alors, on ne formalise pas en termes de préférence nationale, on dit simplement, peut-être qu'elle a raison quelquefois quand elle dit qu'il y a trop d'immigrés, parce que ce qui caractérise ce milieu, qui dépend justement des aides, qui est en concurrence pour des aides, pour tous les petits expédients qui vont permettre de survivre, de se battre au quotidien. Ce qui les caractérise, j'ai oublié ce que je voulais dire d'ailleurs au départ. Sur la préférence nationale et donc les aides. Ce qui les caractérise, c'est que donc ils ne sont pas solidaires entre eux et que chacun a son immigré ou son bouc émissaire, y compris des personnes issues de l'immigration. Je vois des femmes qui me disent, moi j'en ai marre des jeunes, de nous, moi je suis immigrée comme eux, mais moi je faisais pas le bordel qu'ils font au pied des immeubles, eux ils font des petits trafics et tout ça. Une autre qui me dit aussi, issue de l'immigration, mais qui me dit, non c'est plus possible avec les Roms, eux ils ont tout et nous on n'a rien. Ou une autre qui me dit, c'est les Chinois, on a chacun son bouc émissaire. Donc le discours de Marine nationale sur le thème, il y a des assistés et quand même beaucoup d'entre eux, c'est des étrangers et c'est pas juste, eh bien ils traversent toutes les couches de la société, y compris celles des précaires. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Nona Mayer d'avoir été avec nous. Merci Marine, il est 10h pile. Hubert Huertas qui est là-bas avec peut-être des résultats un peu plus précis sur la globalité du territoire et puis dans quelques départements avec la grande question de savoir si le Parti socialiste va pouvoir se maintenir au second tour plutôt dans 1000 ou plutôt dans moins que cela des cantons. Alors on a quelques éléments de réponse, j'y viendrai dans un instant. Sinon, eh bien, écoutez, les résultats arrivent, mais comme ce sont des résultats partiels, canton par canton, ils sont difficiles à interpréter. Ils renvoient plutôt à ces fourchettes qui sont elles-mêmes assez complexes, je le dis depuis tout à l'heure. Il est difficile d'en tirer une leçon exacte. Donc, allons à ce que nous savons. Ce qu'on sait, c'est que le Front National est autour de 25% ce soir. Il est le parti qui, sur son seul nom, réalise le plus gros score. En effet, avec 25% des voix sur son seul nom, le Front National peut, même s'il ne fait pas la meilleure totalisation, peut dire qu'il est l'unique parti qui soit capable d'avoir rassemblé ce soir sur des cantonales le score qu'il a réalisé avec 25%. Alors, autre certitude, c'est que le Front National s'enracine et que c'est sans doute, en dépit de sa déception de ne pas être médiatiquement en tête, on va dire, de ne pas sortir en tête devant le paquet UMP-UDI, eh bien, ce soir, avec son 25%, il s'enracine. La meilleure preuve de cet enracinement, je l'ai avec 2 résultats. Vous savez que le Front National a remporté la mairie du Pontet, même si le maire devra probablement essayer de repasser devant les électeurs, puisque son élection a été invalidée. Mais il a gagné au municipal. Eh bien, ce soir au Pontet, il y a un candidat Front National, ou plutôt un binôme, qui a été élu dès le premier tour. Même chose à Fréjus. Vous savez que le Front National l'a emporté à Fréjus. Et bien là encore, un binôme, et dès le premier tour,
pour le Front National. C'est quand même un signe de cet enracinement. Le score de l'UMP-UDI, donc un score aux alentours de 30-32%, c'est un succès au moins apparent pour Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy avait fait de l'union de la droite, de l'union UMP-UDI, le sens de son retour. Eh bien, ce soir, l'UMP plus l'UDI, c'est-à-dire deux partis, réussissent 32%. La question sera de savoir sur quel programme se fera l'alliance. Est-ce qu'elle va se faire sur la droitisation très marquée de la campagne de Nicolas Sarkozy, ou bien est-ce qu'elle va se faire sur, disons, la ligne Alain Juppé qui refuse l'imitation des valeurs, si on peut parler de valeurs, du Front National. Enfin, autre question avec l'UMP, avec Nicolas Sarkozy. Ce soir, il a annoncé le maintien du ni-ni. On ne votera ni pour le Front National, ni pour la gauche au second tour. Ce sera difficile. Et là, un exemple, pardon pour la répétition, dans le Vaucluse, à Cavaillon, le Front National est en tête devant l'UMP, alors qu'à Carpentras, le Front National est également en tête, mais cette fois devant le Parti socialiste. Ça va être difficile d'espérer à Cavaillon avoir un soutien du Parti socialiste si on ne rend pas l'ascenseur à Carpentras. Et je cite ces deux exemples, mais on va en avoir probablement quelques dizaines et les choses vont être assez compliquées dans les jours qui viennent. Le Parti socialiste, là, il y a une grosse incertitude parce qu'il y a un institut qui le donne à 24% en ajoutant à son score de 3 à 4% de divers gauche qui auraient l'investiture et le soutien dès le premier tour du Parti socialiste, mais trois autres instituts placent le Parti socialiste autour de 20%. Et là, ça ne voudrait pas du tout dire la même chose. D'ailleurs, ce soir, Jean-Luc Mélenchon estimait que le Parti socialiste annonçait un score bidon en additionnant des divers gauches, en additionnant même Europe Écologie dans certains cantons. Il pratiquerait ce soir une espèce de hold-up médiatique dont on ne comprend pas tout à fait le sens, parce que si le coffre-fort est vide, il sera vide et on le verra assez rapidement et la vérité sortira des résultats les prochains jours. Un mot sur la gauche de la gauche, eh bien, elle reste à un étiage bas. Elle ne semble pas, c'est pas seulement qu'elle ne semble pas, c'est qu'elle ne profite pas de la droitisation du Parti socialiste et qu'elle ne trouve pas son espace. On n'a absolument pas en France d'effet Syriza. Europe Écologie, on est au bord du drame. Certains instituts n'en parlent pas et d'autres, notamment Ipsos, parlent de 2%. Alors François de Rugy estime qu'avec une stratégie illisible, on prend le risque de rendre l'écologie invisible. François de Rugy voudrait qu'elle soit plus visible parce qu'il souhaite que Europe Écologie revienne au gouvernement. Reste à savoir si ce soir, le gouvernement est très visible lui-même. Merci beaucoup, Hubert Huertas. Peut-être qu'on fera une dernière intervention s'il se passe des choses saillantes et si on a le temps vers 22h.